Bonjour, ceci est la leçon 8 du cours Guerre et paix au Moyen-Orient. Nous avons vu que dans l'Empire ottoman, il y a des nationalismes, un nationalisme grec, un nationalisme arménien, un nationalisme turc, un nationalisme arabe, dont les conflits vont être aggravés pendant la Première Guerre mondiale. Il y a dans cet empire un autre nationalisme, le nationalisme juif ou sionisme, auquel adhèrent quelques dizaines de milliers de juifs vivant en Palestine. Ce nationalisme n'est pas du tout né parmi les juifs de l'Empire ottoman, mais parmi ceux d'Europe de l'Est, d'Europe orientale, dont quelques-uns, quelques dizaines de milliers, ont immigré en Palestine, dans l'Empire ottoman, dans les 14 premières années du siècle, enfin du XXe siècle, même un petit peu avant, à la fin du XIXe siècle. La Première Guerre mondiale va donner à ce nationalisme une dimension internationale très particulière. Donc, pour montrer en quoi la guerre a influencé la situation internationale du mouvement sioniste et donc par conséquent du territoire de la Palestine, il faut d'abord parler d'où vient le sionisme et voir quelle est la situation des Juifs en Europe avant qu'émerge ce nationalisme juif dans les dernières années du XIXe siècle. Alors, jusqu'à la Révolution américaine et la Révolution française, tous les régimes politiques en Europe étaient fondés sur une religion. Pas toujours la même, il y avait des États catholiques et des États protestants, et ceux qui n'appartenaient pas à une religion officielle et généralement majoritaire dans un pays avaient perpétuellement des problèmes. Ils étaient, selon les époques, tolérés, discriminés, expulsés, parfois même massacrés. Il y avait des périodes où ça se passait pas trop mal, les périodes où ça se passait beaucoup plus mal. La Révolution américaine et la Révolution française créent des États qui ne sont plus fondés sur une religion officielle et où la pluralité de religions devient acceptable, et donc les Juifs dans ces deux pays arrivent à avoir l'égalité juridique avec leurs concitoyens qui appartiennent à une religion différente. Napoléon, pendant ses conquêtes napoléoniennes, applique ces règles dans les pays conquis. Les pays conquis par Napoléon, une des conséquences, c'est la normalisation de la situation des Juifs. Pour beaucoup de Juifs européens dans d'autres pays que la France, en France ça s'est fait en 1791, l'égalité juridique avec les Juifs, entre les Juifs et les autres français, Napoléon étend cela dans d'autres pays européens. À mesure de ses conquêtes, il est souvent vu par les Juifs comme un libérateur. Les discriminations légales contre les Juifs, elles sont supprimées par Napoléon, elles sont souvent rétablies après sa défaite, elles vont être abolies de nouveau. Au cours du XIXe siècle, dans la plupart des pays européens, les Juifs voient la fin des discriminations juridiques contre eux, des discriminations légales. Et beaucoup d'entre eux connaissent une promotion sociale, je dirais, fulgurante dans certains domaines, pas dans l'économie, dans l'université, dans les professions et dans certains pays, notamment en France, à partir de la Troisième République, à partir de 1891, les Juifs vont jouer un rôle assez important dans la politique française. Cette promotion des Juifs dans les pays où ils ont acquis l'égalité juridique va entraîner l'apparition d'une nouvelle forme d'hostilité envers eux. Dans les sociétés d'Ancien Régime,
où la légitimité politique était fondée sur la religion. Les discriminations contre les juifs, discriminations bénignes ou très très graves selon les époques et selon les pays, étaient toujours justifiées avec l'argument qu'ils avaient une religion fausse, ils étaient des délinquants religieux. Dans l'Europe de la deuxième moitié du XIXe siècle, beaucoup de gens qui cherchent à discriminer contre les juifs, peut-être parce qu'ils estiment que leur promotion sociale au cours du XIXe siècle, dans certains pays, leur fait du tort, sont des nouveaux concurrents dans certains domaines d'activité économique ou professionnelle, et qu'on ne peut plus utiliser des arguments religieux pour expliquer l'hostilité envers les juifs. Donc il faut trouver une autre explication, une explication qui se dit raciale. Le racisme est une attitude très fréquente en Europe au milieu du XIXe siècle pour toute une série de raisons. Et donc, si on veut discriminer contre les juifs, il faut décider qu'ils sont une race. Puis il y a la confusion entre la race et la langue, d'où le choix de antisémitisme. Les sémites, c'est un groupe de langues, mais beaucoup de gens font la confusion. On parle des Slaves, souvent en Europe. Les Slaves, c'est des gens qui appartiennent à un groupe linguistique, c'est pas du tout une race. Les Latins, c'est pas du tout une race non plus, c'est un groupe de langues. Les Sémites, c'est un groupe de langues dont l'arabe fait partie d'ailleurs, comme l'hébreu. Donc on ne veut pas appeler ça l'anti-judaïsme, on va appeler ça l'antisémitisme. Le mot est inventé en Allemagne, il apparaît en France dans les dictionnaires au début des années 1880, et avec l'idée que les Juifs sont une race à part. On accepte le pluralisme religieux, mais on pense que les Juifs sont un problème parce qu'ils sont une race à part. Cette idée, cette nouvelle forme d'hostilité envers les Juifs va jouer un certain rôle pour comprendre l'histoire du Moyen-Orient, au Moyen-Orient ensuite. Ce qu'il faut retenir pour nous pour l'instant, c'est que malgré cette hostilité nouvelle que suscitent les Juifs dans certains pays, notamment en Allemagne et en France, la situation dans les pays d'Europe occidentale s'améliore considérablement au cours du XIXe siècle. Avant la Révolution française, les Juifs étaient dans des situations marginales assez désagréables, avec des discriminations légales dans tous les pays européens à la fin du XIXe siècle, dans des pays comme l'Angleterre, l'Allemagne et la France. La plupart des Juifs sont dans une situation légale excellente, même s'il y a des gens qui regrettent cette amélioration de leur situation et qui cherchent à les accuser sur la base de cet antisémitisme racial. Au total, l'histoire des Juifs au XIXe siècle en Europe, c'est l'histoire de l'amélioration de la situation des Juifs. Ce n'est pas vrai en Europe orientale, c'est-à-dire essentiellement en Russie. La Russie, jusqu'en 1914, est un pays beaucoup plus grand que la Russie d'aujourd'hui, même beaucoup plus grand que l'URSS d'avant 1991. La Russie comprenait une bonne partie du territoire de la Pologne. Varsovie était en Russie. Elle comprenait la Finlande, Helsinki était en Russie. Vous aviez un empire russe là très étendu, et notamment la majeure partie du territoire de la Pologne se retrouvait en Russie. La Pologne, qui était un très grand État et très faible, qui, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, a été partagée par ses trois voisins, qui étaient plus puissants, la Prusse, l'Autriche et la Russie. Et puis ces partages, ils ont été modifiés après les guerres napoléoniennes. Après les guerres napoléoniennes, la Russie occupe la majeure partie, pas toute, mais la majeure partie du territoire qui était de la Pologne avant 1770 ou 1780. Et dans cette très grande Pologne du XVIIIe siècle,
il y avait deux parties, il y avait la Pologne et la Lituanie. La Lituanie, il y a une Lituanie indépendante aujourd'hui en Europe, mais cette Lituanie-là était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande et s'étendait de la mer Baltique jusqu'à la mer Noire. Et elle a été, jusqu'au XIVe siècle, le pays en Europe dont la classe dirigeante n'était ni chrétienne ni musulmane. C'était des païens, c'était des polythéistes. Bon, il y a sans doute eu des polythéistes qui ont survécu dans les campagnes reculées en Europe pendant plus longtemps, mais dans la classe dirigeante d'un grand État, cette Lituanie, avoir une classe dirigeante qui n'était ni chrétienne ni musulmane, qui n'était pas monothéiste, c'était vraiment tout à fait curieux. Et les Juifs qui étaient maltraités et souvent chassés dans les pays chrétiens, plus à l'ouest, se réfugiaient dans ce pays, gouverné par des gens qui n'étaient pas monothéistes et qui donc étaient plus détendus au point de vue religieux. Les monothéismes sont des religions jalouses qui se persécutent entre elles. Les polythéistes peuvent être plus relativistes au point de vue religieux. Et donc les Juifs se réfugiaient dans cette grande Lituanie où il y avait une proportion de population juive assez nombreuse, 10%, 15%, 20% peut-être, de la population totale. Il y avait aussi cette classe dirigeante païenne et il y avait déjà une population chrétienne orthodoxe assez importante sur le territoire de cette Lituanie. Cette Lituanie, elle fusionne avec la Pologne au XIVe siècle et les païens lituaniens deviennent catholiques comme les Polonais. Et donc cette grande Pologne qui va exister jusqu'au XVIIIe siècle comprend une classe dirigeante catholique, polono-lituanienne, une population orthodoxe assez nombreuse dans les provinces orientale de cette grande Pologne et cette population juive lituanienne qui est toujours là, qui est restée là. La situation en Pologne est sans doute un peu moins confortable, mais la Pologne est très mal gouvernée, c'est un État très faible et donc les Juifs peuvent continuer à vivre avec leur propre communauté, leurs propres organisations communautaires dans les villages ou dans les quartiers des villes. C'est ce territoire-là où vivent, ce qui est de loin la région du monde où il y a le plus de Juifs, qui est annexée par la Russie. Après 1815, la Russie qui est au contraire un État fort, autocratique, qui a une religion officielle, qui est le christianisme orthodoxe, et la Russie où, avant l'annexion des territoires polonais et lituaniens, il n'y avait pas de Juifs du tout. C'était un des pays où la présence des Juifs était interdite. Et donc l'absorption de ces territoires avec un grand nombre de Juifs va poser des problèmes à l'État russe et des problèmes encore plus graves aux Juifs lituaniens. Ça va en poser aussi aux catholiques polonais, qui, étant catholiques, se retrouvent minoritaires religieux et considérés comme suspects politiques. La Russie n'a pas connu les transformations qu'a déclenché la Révolution française dans les autres pays européens. La Russie va continuer jusqu'à la Première Guerre mondiale à être un pays qui a une religion officielle, la religion chrétienne orthodoxe, et pour qui les adeptes des autres religions sont l'objet d'un certain nombre de discriminations, dont les Juifs. Et donc en Russie, les Juifs sont l'objet de toute une série de contraintes, d'interdictions d'exercer certains métiers. Ils doivent vivre dans une zone de résidence qui correspond au territoire qui était la Lituanie du XIVe siècle ou l'Est de la Pologne au moment du partage de la Pologne à la fin du XVIIIe, au début du XIXe siècle. Il y a bien des Juifs qui arrivent à échapper, à vivre à Varsovie, à vivre en Russie, dans les villes où normalement ils n'ont pas le droit de vivre. Ces Juifs vivant donc dans l'Empire russe, ils ont une langue particulière, le yiddish, qui vient de l'allemand,
ce qui permet de supposer que la plupart d'entre eux sont des gens qui se sont réfugiés au cours du Moyen-Âge pour échapper aux persécutions dont ils étaient l'objet dans les pays chrétiens. Il y a eu aussi des interdictions en France aux Juifs de rester en France. On peut penser que les Juifs français sont réfugiés en Allemagne, qu'ensuite ils ont été persécutés en Allemagne, qu'ils se sont réfugiés finalement en Lituanie, qui était ce pays qui était le refuge des Juifs en Europe au cours du Moyen-Âge. Donc ces Juifs, ce sont des Juifs très traditionnels qui pratiquent leur religion de façon intense, qui vivent dans des communautés, soit des villages juifs, soit des quartiers juifs dans les villes, avec des rabbins qui ont une autorité très très grande. C'est aussi une population plus instruite que les autres autour, ce qu'on rencontre partout pour les Juifs en Europe. Ils sont plus instruits que les catholiques polonais, plus instruits encore plus que les orthodoxes russes ou ukrainiens. Et certains d'entre eux savent que la situation des Juifs occidentaux s'améliore beaucoup au cours du XIXe siècle, alors que leur propre situation s'est plutôt dégradée, en passant de la Pologne, du pouvoir politique faible de la Pologne au pouvoir politique beaucoup plus fort de la Russie. Finalement, leur situation à eux s'est dégradée. Les Juifs des pays occidentaux vont s'intéresser au sort des Juifs de Russie, vont essayer d'organiser de l'aide, etc. Donc, vous avez dans ce contexte-là, évidemment, une insatisfaction de la situation de cette population juive plus nombreuse que partout ailleurs. C'est pas beaucoup plus que la moitié des Juifs vivant en Europe se retrouvent dans cette zone occidentale de la Russie, dans la zone de résidence pas autorisée pour les Juifs dans l'Empire russe. Alors, face à cette situation extrêmement désagréable pour les Juifs de Russie et qu'ils perçoivent comme désagréable parce qu'ils savent un peu ce qui se passe ailleurs, ils ont des contacts avec des Juifs occidentaux dont la situation est au contraire bien meilleure que la leur. Alors, il y a 4 réactions possibles face à cela. L'une, c'est la religion. Les malheurs des Juifs s'expliquent par la volonté de Dieu. Dieu punit les Juifs parce que les Juifs ont été infidèles, donc il faut pratiquer mieux la religion, il faut respecter mieux les règles du Shabbat, il faut respecter mieux les règles alimentaires, et peut-être que les souffrances des Juifs en Russie vont diminuer. Une autre issue pour ces Juifs russes, c'est l'émigration. Entre 1880 et 1914, au moins 2 millions de Juifs vivant en Russie vont émigrer. La plupart d'entre eux s'en vont en Amérique du Nord. C'est l'origine principale de la communauté juive aux États-Unis, qui sont des Juifs originaires de Russie. Leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents étaient originaires de Russie, qui ont immigré aux États-Unis à partir de 1880. 2 millions de personnes entre 1880 et 1914, c'est vraiment considérable. Certains d'entre eux vont émigrer aussi en Allemagne, qui est plus proche. L'Allemagne, à ce moment-là, a une frontière commune avec l'Empire russe, pas, puisqu'il n'y a pas de Pologne indépendante. Et l'Allemagne est à certains égards le pays le plus proche culturellement pour les Juifs russes, dont la langue est le yiddish, qui est une variante de l'allemand. Une troisième option pour ces Juifs russes mécontents de leur situation, et qui ont de bonnes raisons d'en être mécontents, c'est le militantisme politique pour changer la Russie. La Russie des dernières années du XIXe siècle, il y a une prolifération de mouvements de contestation, de mouvements révolutionnaires. J'y ai déjà fait allusion quand je vous ai parlé des mouvements révolutionnaires arméniens, qui ont des correspondants en Russie. Certains juifs vont devenir bolcheviques,
qui vont jouer un rôle, nous le savons, très important dans la révolution russe en 1917. D'autres vont adhérer à d'autres partis politiques plus ou moins révolutionnaires, avec l'espoir, donc, pour améliorer la situation des Juifs en Russie, il faut changer la Russie. Il faut que la Russie se transforme comme la France s'est transformée à la fin du XVIIIe siècle, ce qui a permis à la France de devenir un pays beaucoup plus accueillant pour les Juifs. Il faut faire le même genre de transformation. Donc ça, c'est la troisième possibilité. Donc, la première, c'est la religion. La deuxième, c'est l'émigration. La troisième, c'est le militantisme politique réformiste ou révolutionnaire en Russie. La quatrième possibilité, c'est de faire un nationalisme juif. C'est-à-dire qu'il faut créer un État pour les Juifs. Les Juifs sont une nation différente. Alors, tout le monde est presque tous les peuples sont nationalistes en Europe à ce moment-là. Et les Polonais le sont, se révoltent perpétuellement contre les Russes. Le critère d'appartenance à la nation polonaise, c'est la religion catholique. Les Ukrainiens se révoltent moins que les Polonais, mais les Ukrainiens aussi, pour être Ukrainien, il faut être soit orthodoxe grec, soit uniates. Les uniates, ce sont des orthodoxes qui ont reconnu l'autorité du pape de Rome. Donc, ce sont des catholiques, mais ayant les mêmes rites et les mêmes liturgies, ou à peu près, que des orthodoxes. Or, les Juifs vivent au milieu des Polonais, des Ukrainiens ou des Russes. Les Polonais ne reconnaissent pas les Juifs comme Polonais. Les Ukrainiens ne reconnaissent pas les Juifs comme Ukrainiens. Les Russes ne reconnaissent pas les Juifs comme Russes. Et donc, il faut faire une nation juive. Ce qui est, je dirais, une réaction que énormément d'autres peuples ont à la même époque en Europe, et pas seulement dans l'Empire russe. Il y a un nationalisme tchèque, un nationalisme croate dans l'Empire austro-hongrois. Il y a un nationalisme irlandais dans les îles britanniques. Il y a un grand nombre de peuples minoritaires comme ça qui disent il faut créer notre propre État pour être enfin libre. Et cette évolution, donc en Russie, c'est ça que c'est le plus important. Il faut connaître aussi un tout petit peu l'évolution des Juifs dans le pays voisin, l'Autriche-Hongrie. L'Autriche-Hongrie qui était un très grand État, vous irez voir dans un atlas historique la taille de l'Autriche-Hongrie. Ça comprenait les territoires qui sont aujourd'hui en Autriche, un peu du nord de l'Italie, en République tchèque, en Slovaquie, en Hongrie, en Slovénie, en Croatie, en Bosnie-Herzégovine à partir de 1878, 1908, ça dépend, et en le sud de la Pologne d'aujourd'hui et l'ouest de l'Ukraine d'aujourd'hui, une des grandes villes de l'Ukraine d'aujourd'hui, que les Ukrainiens appellent Lviv, a été polonaise pendant longtemps. Les Polonais l'appelaient Lvov et les Autrichiens l'appelaient Lemberg. Jusqu'en 1918, cette ville est en Autriche. Il y a une Autriche-Hongrie, mais elle est dans la partie autrichienne de l'Autriche. Et dans cette région, qui maintenant est en Ukraine, de l'Autriche, il y a là aussi une population juive nombreuse qui ressemble aux Juifs de Russie. Pas dans le partage de l'ancienne Lituanie, la Russie a pris la partie principale, mais l'Autriche en a pris un peu. Donc il y a là aussi des Juifs traditionnels qui parlent le yiddish, qui vivent un peu comme vivent les Juifs en Russie, en étant beaucoup moins maltraités en Autriche qu'en Russie. C'est beaucoup mieux, et pour les Polonais catholiques, et pour les Juifs de cette région ou de l'Ukraine occidentale, c'était beaucoup mieux d'être gouverné par les Autrichiens que d'être gouverné par les Russes. Mais il reste qu'ils forment eux aussi une société un peu à part dans l'Empire austro-hongrois, et il y a dans l'ouest de l'Autriche-Hongrie, il y a des Juifs à Vienne, il y a des Juifs à Prague,
en Bohême, qui fait partie de l'Autriche elle aussi, qui sont des juifs qui sont un peu dans la même situation que les juifs en Allemagne ou en France, c'est-à-dire il n'y a pas de discrimination légale contre eux, il y a des préjugés dans le reste de la population. Et alors en Autriche-Hongrie, c'est compliqué par le fait que l'Autriche-Hongrie est un bouillon de culture de nationalisme. En 1868, 1867, le grand empire d'Autriche s'est divisé en deux en ayant un empereur à Vienne et puis un roi à Budapest pour l'Autriche et la Hongrie avec deux territoires différents, etc. Même si, au point de vue de la politique étrangère, ça reste une unité. Et il y avait d'autres nationalités dans l'Autriche-Hongrie qui voulaient le même genre de statut que les Hongrois, notamment les Tchèques qui étaient en Autriche, les Croates qui étaient en Hongrie, au moment du partage entre l'Autriche et la Hongrie, auraient voulu que, au lieu d'être une double monarchie, ça devienne une quadruple monarchie, même quintuple monarchie. Les Polonais, le sud, la ville de Cracovie, aujourd'hui en Pologne, était la grande ville polonaise des Polonais autrichiens, qui d'ailleurs savaient eux aussi qu'ils étaient beaucoup mieux en Autriche que leurs collègues polonais vivant plus au nord et qui étaient gouvernés par les Russes. Et alors dans cette Autriche-Hongrie, il y a une multiplication de débats sur les nations historiques, etc. C'est des discussions qui vont continuer pendant longtemps. La théorisation de la nation et du nationalisme va être faite beaucoup à la fin du 19e et au début du 20e siècle par des gens vivants dans l'Autriche-Hongrie, dont un juif viennois qui s'appelle Theodor Herzl. Herzl est un personnage assez curieux, c'est donc un juif de Vienne qui voulait faire du théâtre, qui écrivait des pièces de théâtre qui n'avaient pas beaucoup de succès, qui voulait jouer un rôle un rôle historique très important, qui a d'abord voulu encourager les juifs européens à demander collectivement le baptême pour devenir des citoyens comme les autres. Puisque la discrimination est faite à partir du critère de la religion. Si on devient tous chrétiens, la question va être réglée. Il va renoncer très vite à cette idée et aboutir au contraire à la conclusion que les Juifs sont inassimilables, même à Vienne, même en Allemagne ou même en France, et que par conséquent, il faut créer un État juif. Alors, le mot sioniste existait déjà. Il y avait déjà une certaine émigration de juifs russes qui partaient non pas aux États-Unis, ce qui était leur destination principale des immigrants, mais qui étaient financés par des mécènes, des hommes riches, des hommes juifs très riches dans les pays occidentaux, en France ou en Allemagne ou en Angleterre, qui finançait déjà l'immigration de quelques juifs en Palestine, qui faisait partie de l'Empire ottoman à ce moment-là. C'était une immigration de type humanitaire. On fait ça pour aider des gens. Il n'y avait pas vraiment de projet politique déclaré, mais le mot sionisme est déjà utilisé pour désigner ce type de phénomène. Herzl va fonder en 1897 à un congrès qui a lieu à Bâle, donc dans le nord de la Suisse, l'organisation sioniste mondiale dont le but déclaré est de réaliser le programme qu'a décrit Herzl dans un livre publié en 1896 en allemand qui s'appelle « L'État des Juifs ». On le traduit souvent « l'État juif ». Du point de vue de l'allemand, c'est une meilleure traduction de le traduire l'État des Juifs, qui est un livre utopique qui décrit ce que pourrait devenir un État indépendant pour des Juifs. Et Herzl convoque ce congrès à Bâle et crée cette organisation sioniste mondiale. Donc,
en 1897, qui va tenir des congrès tous les ans et dont Herzl va rester président jusqu'à sa mort en 1904. Et l'organisation va lui survivre, va continuer ensuite. L'idée de créer un État juif se divise immédiatement sur la question de où faut-il créer cet État. Herzl lui-même n'était pas sûr qu'il faut le créer en Palestine. Il avait envisagé notamment de le créer dans le sud de l'Argentine. Dans le sud de l'Argentine, il y a un territoire important là qui a un climat tempéré, presque pas d'habitants, donc on pourrait financer l'Argentine pour que l'Argentine accepte de vendre une partie de son territoire pour créer un État juif à cet endroit-là. Il y a d'autres spéculations. Il y a des gens qui se disent, en Australie aussi, il y a beaucoup d'espace libre, on pourrait créer un État juif en Australie, on pourrait le créer en Afrique, dans une colonie britannique en Afrique, le Kenya ou l'Ouganda. Bref, il y a un débat. Et le mouvement va même se diviser entre les sionistes proprement dit, ceux qui pensent Sion, c'est un des noms de la ville de Jérusalem. Donc, les sionistes, c'est ceux qui veulent créer un État juif en Palestine, autour de Jérusalem, avec Jérusalem comme capitale. Et puis, il y a ceux qui se disent territorialistes. Ils disent, aller en Palestine, c'est pas tellement intéressant, c'est pas le meilleur endroit. On pourrait trouver quelque chose de plus commode pour s'installer ailleurs. Le territorialisme va disparaître assez vite. Les territorialistes vont être exclus du mouvement, qui, au cours de la première décennie du XXe siècle, devient sioniste à proprement parler. Herzl, avant sa mort, avait commencé des démarches diplomatiques pour essayer d'obtenir un soutien pour son projet. Il fait ses démarches auprès de l'empereur d'Allemagne. Les congrès sionistes, ils ont lieu soit en Suisse germanophone, soit en Allemagne. L'allemand est la langue de Herzl. Son livre est écrit en allemand. Et il pense que lorsque l'État juif sera créé, la langue normale de cet État sera l'allemand. Aujourd'hui, nous savons que la langue de l'État d'Israël, c'est l'hébreu. L'hébreu moderne est une langue qui a été réinventée au cours du XXe siècle pour devenir la langue de l'État d'Israël. L'hébreu, au tout début du XXe siècle, c'est une langue liturgique que personne n'utilise dans la vie courante. Et la langue courante de la majorité des Juifs européens, ceux qui vivent en Russie, c'est le yiddish, qui est une variante de l'allemand. Mais ce serait mieux aux yeux de Herzl, qui ne connaît pas le yiddish, mais qui connaît un allemand tout à fait correct, que ce soit l'allemand littéraire de Kant et de Goethe, qui devienne la langue de l'État juif dont il souhaite la création. Donc il fait des démarches auprès de l'empereur d'Allemagne pour obtenir un soutien, il n'obtient pas grand-chose. Il fait des démarches aussi auprès du sultan à Istanbul, le sultan ottoman, c'est Abdulhamid à ce moment-là, dont nous avons déjà parlé. Et il essaie de le persuader de favoriser l'immigration des Juifs dans son empire. Et il lui fait deux propositions intéressantes. Une des propositions, c'est d'aider à résoudre le problème financier de l'Empire ottoman qui est endetté de façon très très grave, nous l'avons déjà vu. Il lui dit, bon, les Juifs sont très riches, c'est bien connu, et donc devraient pouvoir devraient vous aider à résoudre votre problème d'endettement. Et la deuxième chose que Herzl fait miroiter au sultan, c'est de combattre la propagande anti-ottomane ou anti-turque des Arméniens et des Grecs en Europe. La Turquie, l'Empire ottoman a une très mauvaise image dans les pays occidentaux, en partie parce que il y a dans les pays occidentaux beaucoup de Grecs qui ont immigré, beaucoup d'Arméniens qui ont immigré et qui font une propagande très hostile à cet empire. Et Herzl explique que les Juifs aussi sont très influents dans les pays occidentaux et les Juifs pourraient combattre
la propagande des chrétiens émigrés ou faire une contre-propagande, pas pour défendre la bonne réputation de l'Empire ottoman. Abdulhamid apparemment lui a répondu qu'il était tout à fait favorable à ce qu'il y ait une immigration de juifs dans son empire, mais il ne voulait pas qu'ils aillent s'installer en Palestine. Parce que en Palestine, il y a déjà trop de conflits entre les différents groupes religieux rivaux et que ce n'est pas la peine de rajouter des juifs pour venir compliquer les choses. Bref, ces démarches ne donnent pas grand-chose. Le sionisme est, au début du XXe siècle, ou avant 1914, et va rester d'ailleurs pendant longtemps, un mouvement très minoritaire parmi les juifs dans le monde entier, et se heurte à deux oppositions très fortes. Il y a d'abord l'opposition des juifs intégrés ou en voie d'intégration dans les pays occidentaux. Les juifs allemands, ils sont citoyens allemands. Les juifs français, ils sont citoyens français. Les juifs britanniques, ils sont citoyens britanniques. Ils veulent le rester. Ils ne veulent pas que leur citoyenneté soit mise en cause par quelqu'un qui vient dire, là, il y a un État pour les juifs ailleurs. Là, ils considèrent ça comme dangereux pour leur intégration dans les pays où ils arrivent finalement assez bien ou très bien à s'intégrer. Donc, ces juifs russes, Herzl n'est pas un juif russe, mais ces juifs qui immigrent, qui deviennent membres du mouvement sioniste et qui émigrent en Palestine, sont quasiment tous des gens qui partent de l'Empire russe pour aller s'installer en Palestine. Quelques-uns passent par les États-Unis. Ils émigrent d'abord aux États-Unis, puis des États-Unis découvrent le sionisme et vont s'installer en Palestine. Il n'y a pas de juifs allemands, il n'y a pas de juifs français ou de juifs britanniques qui soient tentés par cette expérience. Et l'autre opposition au sionisme, qui est très redoutable, c'est l'opposition des rabbins, l'opposition des juifs religieux. Et les sionistes ne sont pas des juifs religieux. Ils utilisent la religion comme critère d'identification pour la nation, comme le font les Polonais, les Irlandais, les Arméniens, les Grecs, les Turcs. J'ai souligné le fait que pour les Arabes, ce n'est pas vrai. Mais pour beaucoup d'autres nationalistes à ce moment-là en Europe, le critère d'identification, c'est l'appartenance à la religion, pas la croyance religieuse. Ils peuvent ne croire à rien. La question, c'est sont-ils d'origine arménienne, grecque, catholique en Pologne, ou catholique en Irlande, ou juive, dans le cas de l'Empire russe. Mais les sionistes, ce sont des juifs laïcs, ce sont des juifs qui n'ont pas de pratique religieuse, et les rabbins considèrent ce mouvement politique comme une menace pour la religion juive. Et ça va rester vrai jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Que l'opposition au sionisme à l'intérieur des communautés juives va être très forte, et elle va être le fait de deux catégories de juifs, les juifs assimilés dans les pays occidentaux et les juifs pratiquants. Donc il ne reste plus beaucoup de gens qui peuvent être sionistes. Et des juifs russes émigrent en Palestine avant 1914. Il y en a, semble-t-il, 55 000 qui sont allés en Palestine avant 1914, et je vous ai dit 2 millions en Amérique du Nord, États-Unis, secondairement Canada. Donc, le phénomène est très, très minoritaire dans les communautés juives à ce moment-là. Et quelles conséquences ça va avoir dans l'Empire ottoman? Assez nombreux dans l'Empire ottoman. Il y en a dans les grandes villes, il y en a à Istanbul, il y en a à Izmir, il y en a à Damas, il y en a à Bagdad, il y en a en Palestine. Ils sont peut-être 5% de la population de la Palestine. Ce sont des juifs traditionnels, souvent pratiquants religieux, parce que la Palestine, c'est périphérique dans l'Empire ottoman, c'est pas des grandes... Jérusalem ou Jaffa, c'est pas du tout des grandes villes. Les grandes villes, c'est Damas, Beyrouth,
Istanbul. Là, il y a un certain nombre de juifs qui sont modernisés, un peu comme le sont les juifs dans les pays occidentaux. Et les juifs de l'Empire ottoman, le sionisme, ça ne les tente pas du tout. Ils ne sont pas nationalistes, ils se méfient du nationalisme. Ils se méfient du nationalisme, surtout celui des chrétiens, les Grecs ou les Arméniens. Ils pensent que les musulmans sont moins dangereux pour les Juifs. C'est l'idée traditionnelle, pas que les Juifs sont mieux dans les pays musulmans que dans les pays chrétiens. En plus, ces chrétiens qui ont des revendications nationalistes, les Grecs et les Arméniens, dans l'Empire ottoman, ils sont soutenus par la Russie. Or, aux yeux des Juifs ottomans, quand ils sont un peu informés de la situation dans le monde, ils savent que le pays du monde où les Juifs sont le plus maltraités, c'est la Russie. Et que donc, rester fidèle au sultan ottoman, pour eux, c'est pas du tout, c'est de loin la meilleure solution. Alors, les Juifs européens qui migrent en Palestine, ils vont très vite rencontrer l'hostilité des populations locales. Pas systématiquement, mais très souvent. Pour deux raisons. Il y a les préjugés traditionnels envers les religions différentes. Les musulmans et les chrétiens arabes qui vivent en Palestine, ils acceptent qu'il y ait des juifs parmi eux, mais ils ne veulent pas qu'il y en ait plus, parce que c'est quand même une religion fausse. Et donc il y a des préjugés traditionnels qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'antisémitisme à argument racial qui se développe en Europe à la même époque, qui est de l'hostilité traditionnelle des religions entre elles. Et les juifs pratiquants qui vivent à Jérusalem ou à Jaffa, ou à Sfat dans le nord de la Palestine, eux aussi, ils sont méfiants vis-à-vis de ces immigrants juifs non pratiquants qui ont des comportements personnels très très choquants pour des juifs religieux respectant les règles de la religion et dont ils voient bien que l'immigration de ces gens-là, ça risque de détruire la cohabitation entre eux et les musulmans et les chrétiens qui finalement on se dispute beaucoup mais on peut cohabiter ensemble sur le même territoire. Donc, l'autre raison, c'est dès le départ le problème de la propriété des terres par ces immigrants qui sont financés souvent par des mécènes juifs vivant dans les pays occidentaux. Ils achètent des terres pour établir des colonies d'agriculteurs sur ce territoire. Et quand ils achètent une terre, ils expulsent les paysans arabes. Les paysans arabes sont très rarement propriétaires de leurs terres. Il y a des grands propriétaires arabes qui sont propriétaires des terres puis qui ont des paysans qui travaillent sur ces terres. Un schéma qui existe dans un très grand nombre de pays dans le monde. Et quand un grand propriétaire vend ses terres à un autre grand propriétaire arabe, les paysans restent là, ils continuent à travailler sur la même terre. Alors que lorsque le Fonds national juif achète des terres pour établir une colonie d'immigrants venus de l'Europe, les paysans arabes sont chassés, ils perdent leur emploi parce qu'ils ne sont plus les employés de celui qui n'est plus le propriétaire. Les règles de la propriété sont respectées tout à fait. Mais pour les paysans arabes, ça a quand même un effet très désagréable. Et le problème de l'achat des terres et du contrôle de l'achat des terres, ça devient tout de suite une dispute importante. C'est-à-dire que l'immigration des sionistes européens en Palestine introduit dans ce pays une minorité de gens qui ont un comportement incompatible avec les règles traditionnelles de la société, qui soulèvent toute une série de problèmes dans la cohabitation avec la société traditionnelle palestinienne, et ils sont efficaces. Ce sont des Européens, ils sont plus instruits, ils arrivent là, ils ont des moyens financiers, ils ont des armes, ils ont des techniques agricoles meilleures que les paysans locaux. Très très vite, ils sont un corps étranger dangereux.
à l'intérieur de cette société, et donc il suscite l'hostilité des habitants les habitants de ce territoire. Bon, cette hostilité, elle est encore naissante, elle deviendra beaucoup plus grave ensuite, mais elle existe déjà avant 1914, et il y a déjà des notables palestiniens qui se plaignent à Istanbul, au sultan, qui disent on a des immigrants là en Palestine qui nous embêtent, qui posent un problème. En 1914, il y a presque 100 000 juifs en Palestine, dont 80% à peu près qui sont des juifs sionistes, ils sont déjà devenus plus nombreux que les juifs traditionnels. Hein, et ils sont 100 000 sur une population totale de 700 000, 800 000 personnes en Palestine en 1914. Donc, ils sont déjà une proportion notable, mais très très loin d'être une majorité de la population sur ce territoire. C'est dans ce contexte que commence la guerre. Au début de la guerre, les dirigeants de la communauté juive en Palestine, de cette communauté sioniste, vont penser que l'ennemi principal, c'est la Russie. La guerre de l'Empire ottoman commence contre la Russie. La Russie, c'est le pays d'où viennent ces immigrants, mais c'est l'ennemi principal pour eux. C'est le pays de la persécution. Que donc, il faut être des bons citoyens de l'Empire ottoman dans la guerre contre la Russie. Ça, c'est la position des Juifs palestiniens au début de la guerre. Ils sont des citoyens fidèles de l'Empire ottoman. Les Grecs ne le sont pas, les Arméniens ne le sont pas, les Arabes, certains d'entre eux cessent de l'être. Les Juifs sont des citoyens fidèles de l'Empire ottoman dans cette guerre, comme le sont tous les autres Juifs européens, ou presque. Les Juifs français sont patriotes français, les Juifs allemands sont patriotes allemands, les Juifs britanniques sont patriotes britanniques. La guerre ne divise pas les Juifs. Ça pose un problème au mouvement sioniste, parce que le mouvement sioniste, il était basé principalement en Allemagne, en Autriche ou en Suisse neutre. Et la Suisse neutre, c'est difficile dans la guerre pour les communications avec l'extérieur. Et donc, le mouvement sioniste va se déplacer vers les États-Unis, parce que qui sont neutres aussi, comme la Suisse, et ça permet de continuer à avoir des contacts, parce que ça risque de diviser le mouvement mondial. L'exception au patriotisme des Juifs envers leur propre pays dans la Première Guerre mondiale, c'est la Russie. Les Juifs russes sont suspects de souhaiter la défaite de l'Empire russe. Ils parlent yiddish. Ils sont suspects de vouloir coopérer avec les soldats allemands lorsque les soldats allemands envahissent l'Empire russe. Et l'Empire russe fait avec sa population juive ce que les Turcs font avec leur population arménienne, c'est-à-dire ils les éloignent de la zone des combats pour qu'ils ne puissent pas coopérer avec l'envahisseur. Il semble que ça se soit passé beaucoup moins mal en Russie que dans l'Empire ottoman. Il semble que ça a été beaucoup moins brutal, ça a fait beaucoup moins de victimes dans la population juive russe que ça en a fait dans la population arménienne de l'Empire ottoman. Mais on a le même phénomène, pas d'une population qui est considérée comme déloyale, qui risque de coopérer avec l'ennemi et qu'on écarte, qu'on enlève, qu'on déporte de la zone des combats pour les empêcher de coopérer avec l'envahisseur. Donc les Juifs russes ne sont pas patriotes de la Russie, tous les autres Juifs sont patriotes de leur propre pays, y compris au début de la guerre, les Juifs sionistes en Palestine. Ça va changer au cours de la guerre, en partie à cause du rôle d'un homme, Weizmann, qui au départ c'était un juif lituanien, donc immigré en Grande-Bretagne de l'Empire russe, et qui a eu un rôle important dans l'industrie chimique pendant la guerre, qui a développé des relations avec la classe dirigeante russe, et qui milite
pour que la Grande-Bretagne prenne la tête du soutien au mouvement sioniste. Nous avons vu qu'au début du XXe siècle, Herzl cherchait à avoir le soutien de l'Allemagne. Weizmann, qui vit en Angleterre, va penser qu'il vaut mieux avoir le soutien de l'Angleterre, et il obtient le 2 novembre 1917 une déclaration du gouvernement, du ministre des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne, un dénommé Balfour, ce qu'on appelle la déclaration de Balfour. Nous lisons ensemble ce texte. Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de ce projet, étant bien entendu qu'il ne sera rien fait qui puisse porter atteinte aux droits civils et religieux des communautés non juives existant en Palestine ou aux droits et au statut politique dont jouissent les Juifs dans tout autre pays. Alors, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est l'ambiguïté de l'expression foyer national. Ça peut vouloir dire un État ou ça peut vouloir dire n'importe quoi, quelque chose de beaucoup moins ambitieux qu'un État. Le but du mouvement sioniste, c'est déjà le but déclaré de créer un État juif. Disons, le foyer national, c'est une étape en vue d'arriver là. Les Britanniques ne sont pas prêts à s'engager à favoriser la création d'un État en Palestine. Palestine qui est encore contrôlée par les forces ottomanes à ce moment-là. Les forces britanniques ne pénétreront en Palestine qu'au cours de l'année 1918, à partir de l'Égypte. L'autre chose qui est remarquable dans ce texte, ce sont les deux réticences, la réticence envers les droits de la population non juive vivant en Palestine et surtout la réticence sur le statut politique dont jouissent les Juifs dans tout autre pays. Parce que certains des opposants les plus farouches en Angleterre à la déclaration Balfour, y compris dans le gouvernement britannique, c'était les Juifs britanniques, qui avaient peur qu'on leur dise, qui avaient peur que ça donne raison à l'argument des antisémites. Un des arguments des antisémites était déjà depuis longtemps de dire aux Juifs en Angleterre, en France ou en Allemagne, vous n'êtes pas des Anglais, des Français ou des Allemands, retournez dans votre pays. Pas l'idée que les Juifs sont les descendants de gens qui ont été chassés par les Romains, premier siècle de l'ère commune, et que ils ne sont pas intégrables dans les pays où ils vivent. Et les Juifs britanniques et beaucoup de leurs porte-parole ont très peur que l'idée de créer qu'il y ait un foyer national en Palestine pour les Juifs, ça va donner aux antisémites en Angleterre, il n'y en a pas beaucoup, il y en a moins qu'en France ou en Allemagne, mais il y en a un petit peu, qui vont dire aux Juifs, allez-y, c'est votre pays là-bas, on ne veut plus de vous, on ne veut plus de vous ici. Et donc, cette déclaration du gouvernement britannique, elle est faite dans un contexte très curieux. Elle suscite donc la méfiance des Juifs non sionistes, et presque tous les Juifs britanniques sont non sionistes. Elle suscite les protestations des Arabes au Caire, j'y ai déjà fait allusion dans une leçon précédente, la déclaration Balfour, elle est publiée dans les journaux. Les dirigeants arabes qui sont au Caire en contact avec l'administration britannique pour faire la liaison avec la révolte arabe qui combat en étant un allié des Britanniques à ce moment-là contre les Turcs qui combattent de l'autre côté de la mer Rouge, ces dirigeants arabes demandent des explications au commissaire britannique au Caire qui leur dit écoutez, c'est un foyer national dont on parle, c'est pas du tout un État, il faut pas vous inquiéter. Évidemment, il minimise, il prend l'interprétation la plus minimale possible de la déclaration. Alors, la déclaration Balfour est prise dans un contexte qu'il faut bien comprendre. On est au début du mois de novembre 1917.
la Russie menace de sortir de la guerre à tout moment. Il y a eu une révolution en mars qui a renversé le tsar. Il va y avoir une autre révolution. La révolution d'octobre, elle a lieu en novembre, pas quelques jours après la déclaration Balfour. Les gens en Russie ne savaient même pas que la déclaration Balfour avait été faite, elle n'a aucune influence. La déclaration Balfour n'a pas d'influence sur ce qui se passe en Russie. Mais ce qui se passe en Russie a une influence sur la déclaration Balfour. C'est-à-dire que la préoccupation importante en Grande-Bretagne à ce moment-là, sinon de Balfour lui-même, du moins d'autres membres dans le gouvernement britannique, c'est l'idée que si la Russie sort de la guerre, les Allemands vont pouvoir ramener sur le front français un nombre considérable de soldats. L'armée allemande, il y en a la moitié en Russie, et la moitié seulement dans le nord de la France. Si tout d'un coup on se met à avoir 2 fois plus de soldats allemands dans le nord de la France, c'est quelque chose de tout à fait inquiétant. Bien sûr, il y a les États-Unis qui sont entrés en guerre au mois de mars 1917, mais les États-Unis, ça leur prend très longtemps pour créer une armée suffisamment nombreuse et suffisamment bien équipée pour intervenir en Europe, et il faut accélérer la participation des Américains à la guerre. L'enjeu, on voit ça dans les récits des généraux français de début de 1918. Il faut que les Américains arrivent en même temps que les soldats allemands qui reviennent de Russie. C'est notre seule chance, parce que sans ça, les Allemands risquent de gagner cette guerre. Jusqu'au mois de mai ou juin 1918, une victoire de l'Allemagne dans cette guerre n'apparaît pas comme impossible par les gouvernements et les états-majors occidentaux. Donc, la déclaration de Balfour, elle est faite parce que Weizmann est arrivé à persuader ses interlocuteurs britanniques que les Juifs sont très influents en Russie. Et il est vrai que les Juifs qui étaient persécutés par les tsars sont favorables au nouveau régime, celui qui a été établi en mars, et ils seront favorables, beaucoup d'entre eux, au régime des bolcheviks. Ça va leur prendre du temps pour se rendre compte que c'est pas drôle du tout. Mais au départ, il y a beaucoup de Juifs qui sont favorables au régime des bolcheviks, et même beaucoup de Juifs parmi les bolcheviks, pas parmi leurs dirigeants ou leurs militants. Donc, Weizmann persuade les dirigeants britanniques que les Juifs ont une influence très très grande en Russie et sont capables de faire pression pour que la Russie reste dans la guerre. Nous savons que ça ne va pas marcher du tout. Les bolcheviks vont arriver au pouvoir et puis ils vont faire le traité de Brest-Litovsk et la Russie va sortir de la guerre. L'autre argument de Weizmann, c'est que les Juifs sont très influents aux États-Unis, dans les médias et dans le monde financier, et qu'ils sont capables d'exercer une influence pour accélérer la participation des soldats américains à la guerre en Europe. Et la promesse de Balfour, elle est faite dans ce contexte-là. On promet les choses qu'on a besoin de promettre pour gagner la guerre ou pour ne pas perdre la guerre. C'est ça la préoccupation unique. On verra bien après la guerre qu'est-ce qu'on en fait. Peut-être qu'on ne la tiendra pas, la promesse, peut-être qu'on n'aura pas à la tenir. Ce qu'il faut, il faut la faire maintenant parce qu'elle est avantageuse pour la poursuite de la guerre. En Russie, ça n'a eu aucun effet. Est-ce qu'aux États-Unis, ça a eu un peu un effet pour accélérer la participation des États-Unis aux opérations militaires? Ça n'est pas impossible, je ne le sais pas. Mais il faut bien comprendre cela. Alors que il y a 2 groupes parmi les dirigeants britanniques qui sont hostiles, ce sont les Juifs et les ministres ou les hauts fonctionnaires qui sont responsables de l'Empire et qui se rendent compte tout de suite que cette histoire, ça va nous faire des gros problèmes avec les musulmans. On a des musulmans. Bon, il y a la région du Moyen-Orient où les Britanniques ont des ambitions. On est après les accords Sykes-Picot. Ça, c'est secret, les accords Sykes-Picot. Mais les accords Sykes-Picot, ça promet des territoires aux Français et puis des territoires aux Britanniques dans la région du Moyen-Orient où il y a beaucoup de musulmans. Ça va compliquer les choses terriblement, cette histoire de foyer national juif. Et puis surtout, il y a énormément de musulmans en Inde, dont la fidélité à la couronne britannique n'est pas garantie du tout.
Et donc les hauts fonctionnaires coloniaux, ou les gens responsables des colonies et de l'Empire à Londres, qui disent au gouvernement « faites pas ça, c'est dangereux ». Et les juifs anglais qui disent « faites pas ça, c'est dangereux ». Et la déclaration Balfour qui fait attention à leur dire « vous savez, ça ne va rien changer au statut des juifs en Grande-Bretagne ni dans aucun autre pays où les juifs bénéficient des droits de citoyens ». Donc la déclaration Balfour sera interprétée très souvent, notamment par des Arabes, et c'était normal qu'ils l'interprètent comme ça, comme un élément du complot impérialiste britannique pour dominer la région du Moyen-Orient. Ce que ça n'est pas du tout au départ. Au départ, c'est pas du tout ça le calcul, et au contraire, les impérialistes, ceux qui sont favorables au développement de l'Empire, sont plutôt contre la déclaration Balfour, qui est adoptée pour de toute autre raison. Alors, ensuite, les Britanniques vont tenir cette promesse. Et je vous ai déjà dit, c'est étrange qu'ils l'aient tenue, parce qu'après tout, ces juifs sionistes, ils étaient très faibles. Pourquoi ont-ils tenu cette promesse? En partie parce que ça leur donnait un argument pour séparer la Palestine de la Syrie et pour que les Français ne viennent pas se mêler de l'administration de la Palestine parce que c'est trop proche du canal de Suez. Les Français pensent que les Anglais leur ont volé le canal de Suez au XIXe siècle. Les Britanniques se méfient tout le temps des Français qui approchent trop près du canal de Suez. Donc, pour la Syrie, ça a été un malheur, parce que je vous l'ai déjà dit, la division de la Syrie entre le nord sous mandat français et le sud sous mandat britannique est quelque chose que les habitants de la Syrie, au moins leurs porte-parole politiques, ont pris très très mal. C'est quelque chose contre lequel ils ont protesté déjà à l'époque. Et le soutien par les Britanniques au mouvement sioniste est un des arguments qu'ils ont utilisés pour expliquer aux Français « vous ne pouvez pas vous mêler de la Palestine parce que les sionistes veulent que ce soit nous, parce que c'est nous qui avons fait cette promesse au mouvement sioniste ». C'est la première raison, je crois, pour laquelle cette promesse que les Britanniques auraient pu ne pas tenir, il y en a d'autres qui n'ont pas tenu. Pourquoi l'ont-ils tenue? Pour cette raison-là. L'autre raison, c'est l'influence réelle ou supposée des Juifs aux États-Unis. Weizmann est arrivé à faire croire aux dirigeants britanniques que l'immense majorité des communautés juives dans le monde étaient favorables au sionisme et que, en prenant une position favorable au sionisme, la Grande-Bretagne aurait la sympathie des Juifs partout dans le monde, notamment aux États-Unis, qui est le pays, mis à part la Russie, où il y en a le plus à ce moment-là, qui sont des émigrants de Russie, qui sont allés aux États-Unis, et États-Unis dont la Grande-Bretagne a besoin de la bienveillance, de l'aide économique, qu'il n'exige pas trop vite le remboursement des emprunts pendant la guerre, etc. Donc les bonnes relations avec les États-Unis, c'est très important pour la Grande-Bretagne, et l'idée que si les Juifs américains se mettent à dénoncer la politique britannique, ça sera très grave pour la Grande-Bretagne. Ce sont les deux facteurs qui vont inciter les Britanniques à tenir, dans une large mesure, la promesse faite aux Juifs, au moins au début des années 20, malgré l'hostilité déclarée de tous les dirigeants arabes, qui sont par ailleurs les alliés des Britanniques dans cette région. Ça va dès le départ compliquer terriblement la politique de la Grande-Bretagne dans la région. Alors, en 1920, lorsqu'on répartit les mandats, la Société des Nations attribue le mandat sur la Palestine à la Grande-Bretagne, et le texte du mandat reprend mot à mot les termes de la déclaration Balfour. Pas que le mandat est accordé par la Société des Nations à la Grande-Bretagne dans le but de créer en Palestine
un foyer national pour le peuple juif, étant entendu qu'il ne sera rien fait pour porter atteinte aux droits civils et religieux des populations non juives de Palestine, ni au statut civil ou politique des juifs vivant dans d'autres pays. Le texte est repris exactement à la demande des Britanniques, dans le texte définissant le mandat de la Société des Nations. Donc à partir de 1920, les Britanniques se retrouvent administrateurs de la Palestine dans le but de favoriser le développement de ce foyer national. Et ce qu'ils vont faire au début, effectivement, ils favorisent l'immigration, ils favorisent la création d'institutions juives pour administrer cette communauté sioniste en Palestine qui est à ce moment-là 10%, moins que ça, de la population juive en Palestine a diminué un peu pendant la guerre. Une partie de la misère générale de l'Empire ottoman a eu des conséquences même pour les juifs de Palestine. Et ceux qui étaient immigrés récemment et qui pouvaient repartir ont pris l'occasion pour repartir. Donc on y a moins de juifs en Palestine en 1919 qu'il n'y en avait en 1914. J'ai le chiffre ici, ils sont 65 000 en 1919, donc 10% de la population totale, alors qu'ils étaient plutôt 15% en 1914. Donc les Britanniques vont favoriser au début une certaine immigration juive en Palestine, et le nombre de juifs en Palestine va augmenter en nombre absolu, proportion de la population totale. En 1939, ils seront 425 000, et à ce moment-là, ils sont 30% de la population totale de la Palestine. Ils ne sont pas encore une majorité, mais ils sont devenus beaucoup plus nombreux qu'ils l'étaient en 1919. Alors, l'exercer le mandat, ça veut dire préparer le territoire à devenir indépendant. Et les Britanniques vont dire aux Juifs et aux Arabes, vous devez créer une administration commune, un gouvernement commun, pour qu'on puisse s'en aller quand le mandat sera terminé. Et c'est toujours impossible. Les Juifs créent ce type d'organisation. Les Arabes refusent de créer quelque chose qui ait un partage de pouvoir avec les Juifs. Ils disent on est la majorité sur le territoire, donc on veut un gouvernement juste pour nous. Avec la majorité, il y aura peut-être quelques Juifs, mais la majorité est arabe et donc on doit avoir un gouvernement arabe en Palestine. Et donc les Britanniques n'arrivent pas à établir un gouvernement local, ce qu'ils vont détester parce que une des traditions du colonialisme britannique, c'est que la colonie ne doit rien coûter, elle doit s'administrer elle-même. C'est pour ça que le Canada est devenu indépendant si facilement. C'est pour ça que l'Inde, quand elle devient indépendante en 1947, elle a une administration de son territoire qui est faite par des Indiens. Il y a très peu de Britanniques en Inde pour administrer l'Inde. L'Empire des Indes britannique, il est administré par des Indiens, avec des fonctionnaires, avec des soldats, avec des officiers, des rangs très élevés dans l'armée des Indes, qui sont des Indiens. Ça sera une des chances de l'Inde, après l'indépendance, pas d'avoir un personnel nombreux pour faire fonctionner un État, qui est beaucoup moins un échec que beaucoup d'autres pays qui ont été décolonisés au cours du XXe siècle, et où au moment de la décolonisation, c'est le vide politique complet dans le pays en question. Ce ne sera pas le cas de l'Inde. Alors, la Palestine est une calamité pour les Britanniques parce qu'ils doivent avoir des fonctionnaires pour administrer l'ensemble du territoire. Ils doivent avoir des soldats pour maintenir l'ordre avec les populations juives et arabes qui s'opposent de plus en plus, entre lesquelles il faut arbitrer. C'est une colonie qui coûte très très cher. On ne peut pas organiser de gouvernement local. Et la population juive va augmenter grâce au début au fait que les Britanniques la favorisent, l'immigration juive, mais ça ne va pas durer longtemps parce qu'ils vont découvrir les problèmes et au contraire vont essayer de freiner. Cette immigration, elle est favorisée aussi par la fermeture de l'immigration en Amérique du Nord. Ça, c'est une toute autre question, mais les États-Unis ont été, jusqu'en 1914, un pays où c'était
très facile d'immigrer à condition d'être européen. Les Asiatiques, c'était déjà plus difficile. Et 1914 et la guerre, bien sûr, met fin à peu près complètement à la possibilité d'immigrer aux États-Unis, parce que les pays européens veulent garder leurs habitants, pas pour en faire des soldats, et puis que la traversée en bateau de l'Atlantique, c'est devenu très difficile. Et après la fin de la guerre, il va y avoir une réaction aux États-Unis contre Wilson et contre le fait que les États-Unis se sont engagés dans cette guerre, dans laquelle ils n'auraient pas dû s'engager. Il y a un isolationnisme américain très très important qui se développe à ce moment-là et qui se traduit en 1922 et en 1924 par des lois limitant l'immigration de façon très très radicale. Ça devient très difficile d'immigrer aux États-Unis. Donc les Juifs qui peuvent sortir du RSS, ce qui n'est pas facile, ou qui peuvent sortir des deux pays en dehors de l'URSS qui ont hérité une partie du territoire de l'ancienne Lituanie, des territoires qui étaient dans l'Empire russe avant 1914, où il y avait énormément de Juifs. Alors, on les retrouve, ces Juifs, on les retrouve en Pologne. Il y a une Pologne indépendante après 1920 ou 21, où il y a 10% de la population qui sont des Juifs. Et en Roumanie, dans une partie du territoire qui était russe avant 1914, qu'on appelle la Bessarabie, qui correspond à peu près à la République de Moldavie aujourd'hui, qui est indépendante en Europe. C'est un peu plus grand que la Moldavie d'aujourd'hui, ce qu'on appelle la Bessarabie, qui est rattachée à la Roumanie, qui était du territoire russe avant 1914. Là aussi, il y a beaucoup de Juifs. Et puis dans tout le nord, la Bucovine. Ça aussi, c'était dans l'Empire russe, c'est rattaché à la Roumanie. Donc il y a en Roumanie, en Pologne, un grand nombre de Juifs qui sont pas forcément, qui sont pas plus maltraités qu'ils l'étaient en Russie, mais qui sont pas non plus, qui sont l'objet d'un certain nombre de discriminations de la part des gouvernements locaux et qui vont vouloir émigrer et qui peuvent émigrer en Palestine parce qu'ils peuvent plus émigrer aux États-Unis. Puis les Britanniques vont mettre progressivement des limites au nombre d'immigrants qu'ils acceptent en Palestine. Cette communauté juive de Palestine, je vous fais une remarque terminologique. Le mot palestinien aujourd'hui est utilisé uniquement pour désigner les Arabes palestiniens. Mais entre les deux guerres mondiales, le mot palestinien était utilisé très peu pour désigner les Arabes palestiniens, on disait des Arabes. Et il est utilisé beaucoup plus pour désigner les Juifs palestiniens, pour les distinguer des Juifs qui vivent partout ailleurs dans le monde. Donc quand vous rencontrez des textes écrits entre les deux guerres mondiales, si vous rencontrez le mot palestinien, méfiez-vous sur ce que ça veut dire. Il faut regarder le contexte pour savoir de qui on vous parle. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de vous parler des grands-parents, des gens qu'on appelle des Palestiniens aujourd'hui. Fin de cette parenthèse terminologique. Donc, ces Juifs palestiniens vont créer toute une série d'institutions. Ils créent un syndicat juif qui va contrôler le fait que les entreprises juives ne doivent pas employer d'arabes pour favoriser l'immigration de juifs et fournir des emplois aux juifs immigrants. Et puis ce syndicat va devenir propriétaire de certaines entreprises. Il va construire et posséder des centrales électriques pour fournir l'électricité à tout le monde, d'ailleurs, y compris l'administration britannique en Palestine. Ils vont créer des coopératives d'autobus pour transporter les gens dans les villes et de ville à ville, y compris les Anglais ou les passagers arabes. Il n'y a pas de discrimination au niveau des clients, mais il y a une discrimination au niveau des employés ou des conducteurs. Il n'est pas question qu'un arabe devienne conducteur d'autobus. Si la compagnie d'autobus appartient à la Histadrout. Bon, ils développent des écoles, ils développent des universités, ils développent un système de santé gratuite. Il y avait beaucoup de médecins parmi les Juifs européens. La population juive de Palestine se retrouve avec une proportion de médecins très élevée,
qu'on peut faire travailler en les payant très peu, en les payant beaucoup moins que les médecins partout ailleurs dans le monde. Et ça permet de faire un système de santé gratuite qui fonctionne remarquablement mieux que le système de santé presque partout ailleurs dans le monde. Et il crée une force armée. Au départ, c'est considéré comme le système de sécurité du syndicat. En réalité, ça devient une milice d'autodéfense, ça devient une quasi-armée qui va d'abord servir à assurer la sécurité des implantations juives dans les campagnes, des choses comme ça, et qui, à partir du moment où il y a des révoltes arabes, il y aura des révoltes arabes en 1920, au moment de l'établissement du mandat. Il y a une première réforme arabe, là, elle est réprimée par les Britanniques. En 1929, il y en a une autre qui est réprimée par les Britanniques. Les miliciens juifs armés se mettent à jouer un rôle dans la défense des zones de peuplement juif. Et en 1936, il y a une révolte beaucoup plus importante, et là, les Britanniques vont armer des juifs et les utiliser dans la répression de la population arabe révoltée. Il y a des élections pour un parlement juif en Palestine. Il n'est pas officiel, il ne gouverne pas l'ensemble du territoire, il n'administre que les institutions de la communauté juive, les écoles, le système de santé, la force armée. Et il y a des élections déjà au suffrage universel pour les juifs et uniquement pour eux, à la représentation proportionnelle pure, le système électoral que l'État d'Israël continue à exister jusqu'à aujourd'hui, avec un certain nombre de partis politiques dont certains continuent à exister jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu un parti, le Mapai, qui va devenir le parti travailliste. Il y a toujours un parti travailliste en Israël aujourd'hui qui est devenu minuscule. Le chef du Mapai avant la Deuxième Guerre mondiale s'appelle Ben Gurion, et Ben Gurion sera le principal dirigeant de la communauté juive en Palestine à la fin des années 30 et jusqu'à la création de l'État d'Israël en 1948. Il sera le premier ministre de l'État d'Israël indépendant et il le restera pendant longtemps. Il y a plusieurs partis politiques, je les oublie, il y en a un qu'il faut mentionner, c'est le parti révisionniste, qui est fondé en 1925 par un immigrant juif d'Europe centrale qui s'appelle Jabotinsky. Jabotinsky va mourir en 1940. Jabotinsky s'oppose à Ben Gurion et aux travaillistes. Ben Gurion et les travaillistes essaient de tenir un discours conciliant envers les Arabes. On doit arriver à faire un État qui soit un État juif dans lequel les Arabes pourront avoir une part importante de la participation politique, du pouvoir, etc. Et tout ça doit pouvoir être fait par la négociation. Jabotinsky tient un discours nationaliste beaucoup plus rigide qui consiste à dire les États sont créés par la force. L'État juif en Palestine devra être créé par les armes. Et il faut se préparer à ça. Ben Gurion va accuser Jabotinsky d'être un fasciste. Ben Gurion et les révisionnistes vont être exclus du mouvement sioniste. Et Ben Gurion, en 1948, va appliquer le programme de Jabotinsky, c'est-à-dire la création de l'État d'Israël par la force. Les révisionnistes de Jabotinsky sont les ancêtres du Likoud, qui existe toujours en Israël aujourd'hui, qui a gouverné Israël très souvent depuis sa première arrivée au pouvoir en 1977, et M. Netanyahou, qui a perdu le pouvoir en Israël aux élections de 2021, au cours de cette année. Et l'origine de ce parti, donc, qu'on peut, je crois, légitimement appeler ultranationaliste, ce sont les révisionnistes de Jabotinsky des années 20-30 qui étaient déjà des ultranationalistes dans la communauté juive sioniste de Palestine. Voilà, j'ai fini pour l'essentiel
le chapitre sur la Première Guerre mondiale et vous voyez l'abondance des conséquences politiques que ça a eu et qui justifiait que ce chapitre soit le plus long de ce cours. Dans la prochaine leçon, nous commencerons un chapitre beaucoup plus court sur la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale est une histoire beaucoup moins compliquée au Moyen-Orient que la première. Voilà, je vous remercie de votre attention.